Il a toujours été difficile, à ceux du moins qui ne le connaissaient pas, de bien comprendre Guy d'Arcangues. Alors Guy d'Arcangues, vous voilà. Pour beaucoup, vous serez éternellement le dilettante, le gentilhomme, le marquis, l'homme attaché à un pays. Et je précise tout de suite que ce pays, c'est le Pays Basque. Mais c'est vrai quand même l'homme peut-être de notre espace. Et pourtant, vous avez subi autant que beaucoup d'autres, et peut-être plus que beaucoup d'autres, les coups de la vie. Alors d'où vous vient cette désinvolture? Est-ce simplement de la pudeur, de la timidité? Alors, je crois que c'est toute l'histoire de mon enfance et une histoire de famille finalement. J'ai vécu dans un pays que j'aime beaucoup, le Pays Basque, où j'habite une maison où mes parents ont habité, et mes ancêtres ont habité pendant 850 ans. Alors, vous y êtes depuis 1150. Exactement, oui. Alors c'est lourd peut-être à porter. Non, je ne pense pas. Non, au contraire, c'est un honneur. Mais lorsqu'on est chez vous, dans ce petit village d'Arcangues, où il y a le marquis d'Arcangues, où il y a les ancêtres d'Arcangues, on n'a pas l'impression d'être totalement serré par le passé? Non, pas du tout. Vous savez, la vie qui change, la vie continue, comme on dit, et aujourd'hui n'est pas comme il y a 850 ans. Bon, alors, on s'adapte, et non, c'est très bien. Oui, vous conservez quand même ce patrimoine. Oui. Votre père l'a conservé, vous le conservez, et oui, il est lourd. Je me bats beaucoup pour le conserver, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'avoir une grande maison, d'avoir un château. Ce n'est pas, mais j'y tiens énormément parce que ça fait partie. C'est comme des racines. C'est comme si j'étais un arbre et que je ne voudrais pas tomber. Et lorsqu'il faut refaire une toiture, vous vendez tout, ce qui vient d'arriver. Oui. Vous vendez beaucoup, disons. J'ai vendu pour sauver Arcangues, qui pour moi représente mes racines. Et compte terriblement, parce que c'est la base de toute ma vie. J'ai vendu effectivement des toiles, j'ai vendu de la terre, j'ai fait des emprunts et j'ai sauvé Arcangues. Alors on a toujours dit que vous étiez chargé d'une aristocratique paresse. Alors est-ce bien de la paresse? J'ai oublié de dire tout à l'heure que vous étiez poète, que vous étiez écrivain. On parlera de ce roman qui est paru chez Grasset, Le Silésien, il y a quelques années. D'ailleurs on parlait de vous pour les prix littéraires. Donc vous avez également ce goût, cette passion pour l'écriture. Mais vous êtes passé quand même comme un dilettante. Mais je ne sais pas pourquoi. D'abord, paresse, c'est vrai, il y a une forme de paresse, je pense. C'est une qualité, la paresse. Oui, non, je ne pense pas que ce soit une qualité. Je dirais que c'est un défaut. Mais aristocratique, pourquoi? On peut être paresseux sans que ce soit une paresse aristocratique, enfin. C'est peut-être votre nom, c'est peut-être votre titre. Non, je crois que c'est qui vous valent les épithètes. C'est parce qu'il y a tellement de choses tentantes dans la vie qu'on est attiré d'un côté et de l'autre, tiré à Dahu et à Dia, et finalement c'est ça la paresse, c'est que on cède. Enfin, dans tous vos poèmes, Guy d'Arcangues, vous avez souhaité retrouver, enfin je le pense, l'histoire de toute votre jeunesse. Et je veux dire que lorsqu'on pense à votre père, et je l'ai bien connu, il y a quand même toutes les rencontres que vous avez su faire, et cela des vraiment, je ne dirais pas le berceau, mais presque. Il y a eu chez vous Edmond Rostand, Loti, Anna de Noailles, Francis James, Ravel, Cocteau, et j'en passe. Tous ont fréquenté votre maison. Oui. C'était comme un extraordinaire endroit de rencontre, et c'est resté d'ailleurs comme ça. C'est pour ça que j'y tiens peut-être... Aujourd'hui, c'est d'Aricole, quoi, plutôt. Moi, vous savez, et c'est quelquefois Jacques Chancel. Oui, mais enfin, c'est un autre univers aussi. Non, l'univers change, je veux dire, la vie change, mais des Cocteau ou des Stravinsky ou des Ravel qui venaient à Arcangues, il y en aura demain, et ils reviendront à Arcangues. D'ailleurs, ils sont déjà passés, mais on les connaît un peu moins aujourd'hui. On les connaîtra demain. Oui. Et puis, vous êtes l'homme aussi de ce Pays Basque, car vous l'avez habité totalement, et il y a eu toutes les fêtes qui étaient données chez vous, et les fêtes que vous donniez vous-même, car vous avez chanté et vous avez dansé comme on sait le faire en Pays Basque. C'est vrai, oui. C'est vrai, j'aimais le fandango, j'aimais la musique basque, j'aimais la musique tout court, j'aime la musique classique, et puis Arcangues, ça a toujours été un lieu de fête. La fête comme dans le bon sens du terme, je veux dire, mon père, pendant les années d'avant la guerre, toute mon enfance, j'ai vécu une fête extraordinaire, c'était une fête de l'esprit, mais aussi parce que c'était lui-même un écrivain et un poète, et je crois que c'est dans ce berceau d'Arcangues, cette enfance, que tout s'explique de l'œuvre que j'ai pu écrire après. Et il y avait aussi chez votre père cette qualité d'homme cultivé et de grand amoureux de son pays. Et lorsque je dis danser, c'est danser avec les gens du pays, c'est-à-dire faire la fête, aller dans les villages, être dans des troupes. Oui, ce que j'appelle la vraie danse. La vraie danse. Ouais. Et la vraie fête aussi. Oui. Mon père était un seigneur. Et il m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de gens m'ont appris, on apprend tous les jours, non? De toutes les rencontres que l'on fait quand on est journaliste comme vous l'êtes, et moi j'ai été journaliste aussi pendant 15 ans,
au contact humain, au contact des gens. On apprend des choses merveilleuses. Et la première chose que j'ai apprise de mon père, c'est peut-être d'une part, le sens de la dignité, mais la vraie dignité, pas la prétentieuse. Et d'autre part aussi un certain goût de la fête, de la vie, cet amour de la vie. On peut donc dire que pendant une certaine période, Guy d'Arcangue, vous avez été léger, superficiel. Je me rappelle le temps où on parle du playboy, du chevalier servant de toutes les reines détrônées. Vous savez, ça ne veut rien dire. J'ai été léger toute ma vie et profond aussi. Et je n'ai pas changé depuis l'âge de 15 ans. Je ne pense pas qu'on puisse traiter quelqu'un de léger parce qu'il danse un soir dans une boîte ou parce qu'il prend un verre. Et peut-être il a quelque chose en tête qui est très important. Vous étiez quand même un peu plus privilégié que les autres, un peu plus privilégié que les enfants qui étaient avec vous à Arcangue. Je ne sais pas, sans doute plus privilégié parce que j'avais un cadre merveilleux et j'étais entouré de gens extraordinaires, mais ce qui m'a privilégié surtout, c'est la vie, c'est ce qui m'est arrivé, c'est cette aventure du départ. Alors, vous avez été l'enfant que l'on vient de dire, vous êtes toujours attaché à cette maison qui a 800 ans aujourd'hui, dans laquelle votre famille a toujours vécu. Oui. Ils ne sont pas tellement nombreux, ceux qui peuvent dire « nous avons été toujours dans cette famille, dans cette maison, dans ce lieu, dans cet espace ». Et puis, il y a eu, parce qu'il faut arriver à cette date-là, il y a eu 1941. Alors, je rappelle un peu brièvement les faits. 1941, c'est l'époque difficile. Votre frère avait mis au point un réseau pour faire passer les résistants, enfin les volontaires en Espagne. Bon, il y avait beaucoup de compagnons basques, des passeurs, on sait les hommes formidables qui ont été pendant cette époque. Et puis votre frère, lui, a pu fuir, mais votre père et vous n'avez pas fui. Et vous avez été arrêtés. Et c'est peut-être cette arrestation, c'est peut-être le commencement en fait de votre vie. Oui, c'est à la fois une malchance formidable de se faire arrêter par la Gestapo à cette époque, parce que vraiment personne ne peut aujourd'hui penser que c'est une chance, mais c'était aussi une chance, car ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'étais arrêté, non, c'était pas en 41, c'était en 42. 42, oui. Par la Gestapo. Il faut dire que les Allemands occupaient Arcangue depuis 1940. Ils sont arrivés à 350 hommes en juillet 40. Mais je veux dire qu'ils n'étaient pas les premiers, parce que Arcangue a été souvent occupé. Oui, il a été très souvent occupé. Ça a été occupé par les Espagnols en 1600 au moment des guerres du Roussillon. Et ils ont brûlé le château. Et on l'a reconstruit. On est très entêtés dans la famille. Et puis, ça a été occupé en 1813 par Wellington, qui a installé là son quartier général. Il se battait contre le maréchal Soult. C'était les grandes batailles de la Nivelle et autour du village d'Arcangue. Et puis, en 1940, quand les Allemands sont arrivés, ils étaient à 350 hommes. Moi, j'étais très inquiet parce que j'étais tout seul à la maison. Mon père était mobilisé, mon frère aussi, mon frère aîné qui est mort à la fin de la guerre. Et j'ai reçu ces 350 hommes en me disant qu'est-ce qui va se passer ? Il ne restera plus une soupière, il ne restera plus un tableau, il ne restera plus une tapisserie, ils vont tout casser. Et j'ai pris le général allemand qui commandait tout le détachement par la main, je l'ai amené dans la grande salle à manger, et je lui ai montré une cafetière en argent, et je lui ai dit, voilà, mon général, il y avait quelqu'un qui traduisait parce qu'à l'époque je ne parlais pas l'allemand, mon général, nous avons déjà été occupés. Il me dit, par qui ? Je dis, par les Anglais. Il me dit, quand ça ? Alors je dis, en 1813. Il me dit, ah bon ? Et puis je lui dis, voilà, c'était Wellington, le général Wellington, vous avez entendu parler. Eh bien, les Anglais, non seulement ils n'ont rien pris, mais ils nous ont laissé un cadeau. Voilà la soupière qu'ils ont, la cafetière qu'ils ont laissée. Alors, le général allemand a eu un petit sourire parce qu'il comprenait l'allusion. Et tout a commencé à ce moment-là parce qu'il y a eu un affreux marché quand même. Vous Oui, avez été arrêtés tous les deux, vrai. Votre père et vous, et là c'est vraiment l'esprit familial, filial qui est entré en jeu. C'est une histoire d'ailleurs qui mérite d'être racontée, vous l'avez racontée. Bah, c'est tout, vous savez, finalement c'est très, très simple. Moi j'avais beaucoup d'admiration pour mon père, je le trouvais beau et bon, ce qui est assez exceptionnel. Et en plus il m'avait appris plein de choses, comme je vous le dis. Et nous avons été arrêtés ensemble et mis dans une prison de cauchemar qui s'appelle le Fort du Ha à Bordeaux. Et au bout de quelques mois dans cette prison où nous avions l'impression que nous n'allions pas survivre parce que c'était des cachots où on entassait 10 hommes dans 2 mètres carrés sur 4. 2 mètres sur 4, ça fait pas beaucoup de place. Et un jour on est venu me dire, vous êtes libre, mais votre père finira
la guerre dans un camp de concentration en Allemagne. Les gens de la Gestapo m'ont dit, ben voilà, vous pouvez sortir. Et j'ai dit, alors ça m'a laissé quand même pantois. Et sur le moment, ça m'a paru tout naturel. J'ai dit, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse? Est-ce que, puisque quelqu'un de nous deux doit partir pour l'Allemagne, mon père à l'époque avait 58 ou 59 ans, je pensais que... Bon, vous aviez 18 ans. Moi j'avais 18 ans, ça me paraissait très très vieux. Bon. Et j'ai dit, est-ce que je ne peux pas prendre sa place? Pourquoi ne pas plutôt que mon père soit libre et puis que moi je parte à sa place en Allemagne? Je me disais, j'ai plus de chance de revenir ou de m'en sortir. Enfin, à 18 ans, on se croit tout permis. Et puis les Allemands ont accepté. Bon, c'était un marché c'était une perche qui me tendait. Finalement, et finalement, c'est comme ça que je suis parti pour la Silésie. Enfin, il est rare quand même que les choses puissent se passer ainsi dans une vie, c'est-à-dire un fils qui se sacrifie pour son père. Et je le dis d'autant plus que votre père m'avait beaucoup parlé de ce moment. Et puis il y a les poèmes. Oui. Il y a cet échange de poèmes, surtout dans un petit livre dialogue, Pierre-Guy d'Arcangues, puisque votre père et vous êtes poète. Il y a par exemple cette promenade à la Maison Blanche. La Maison Blanche était la prison de Biarritz. Oui, c'est ça. C'est la première prison que nous avons faite. Alors il y a ce poème, Seigneur que nous étions sales, sous les poils envahisseurs, ta pauvre figure était pâle, pâle jusqu'à ton cœur. De loin je te voyais dans la file à ta place, je me disais, il a un peu maigri, ou bien il a l'air triste, ou bien il m'a souri. Et c'est de votre père qu'il s'agit. Nous nous faisions une grimace qui voulait dire c'est bien long, et nous continuions en rond notre tour de piste sans grâce. Ainsi, nous avons vu les premiers bourgeons verts fleurir à chaque branche, sauf le dimanche. Nous pouvions admirer le ciel à découvert. Mon Dieu, comme il est beau, votre ciel immuable, quand il est sans barreaux. Et qu'on en voit un grand morceau. C'est incroyable. Chaque jour, chaque feuille avait un peu grandi, un peu verdi. Le printemps mûrissait comme une jeune fille, et l'on sentait flotter des odeurs de jonquilles dans l'air attiédi. Nous humions cet air pur, cet air que tout le monde avait le droit, matin et soir, de respirer. Il nous fallait nous dépêcher d'avaler le printemps d'un coup, et nous saouler en quelques secondes. Et c'est ainsi que chaque jour, mesurant la saison aux brises alanguies, nous allions dans cette triste cour, essayant de rendre moins lourd le fardeau de notre mélancolie. Ce qui est formidable, c'est d'avoir pu écrire, d'avoir pu avoir ce dialogue par poème interposé. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que ces poèmes, mon père les a écrits juste après mon départ pour l'Allemagne. On ne sait plus si c'est vous, si c'est lui, parce que chacun peut se mettre à sa place. Oui. Il avait été touché, sans doute, très touché, il m'aimait beaucoup, et il m'a écrit à la suite 8 poèmes, qui sont d'ailleurs dans ce petit livre que j'ai réuni avec les poèmes que j'écris par la suite pour lui. C'est pour ça que ça s'appelle Dialogue, parce qu'en fait c'est un véritable dialogue père-fils, assez étrange, assez extraordinaire. C'est rare finalement qu'un père et un fils soient poètes et s'expriment de cette façon. Et vous répondiez directement et sans le savoir. Sans le savoir. Oui, sans le savoir, mais ces poèmes, je les ai reçus en Allemagne, dans mon camp où j'étais. Je les ai reçus barrés de la grande raie horizontale bleue qui était la raie de la censure allemande. Les censeurs allemands ne laissaient pas passer les lettres sans les lire. Et alors ils devaient se demander qu'est-ce que c'est ces fous qui s'écrivent des poèmes. Et j'ai reçu ces poèmes. Et dans un des premiers poèmes, il m'écrit cette phrase qui est très jolie, d'ailleurs, qui débarre le livre. Je t'ai donné la vie, tu m'as rendu la liberté, nous sommes quittes. Cette espèce d'égalité entre nous, tout d'un coup, et qui a continué parce que mon père est mort à 87 ans. Vous l'avez connu dans ces dernières années. C'était un chêne, c'était un homme admirable. Jusqu'à la fin, il est resté comme un chêne. Et de le voir vivre jusqu'à cet âge-là, moi, a été ma grande satisfaction, parce que quand je suis revenu d'Allemagne, eh bien, j'ai l'impression que lui ne serait pas revenu parce qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on a 20 ans et des choses qu'on ne peut pas faire plus tard. Alors j'en reviens à ce départ, c'est-à-dire qu'il y a un marché. Oui. Vous êtes 2 arrêtés par la Gestapo, vous dites plutôt moi que mon père, votre père est libre, et vous partez pour la Silésie. Et on reviendra à la Silésie. Mais à ce moment-là, dans votre tête, chacun, de votre côté, vous vous dites nous allons nous écrire. Et il y a cet autre poème, ce début de poème, vous êtes à Bordeaux. Nous sommes restés sans rien nous dire par les rues de Bordeaux,
avec dans nos yeux ton sourire et dans notre cœur un couteau. Oui. C'était à quel moment là? C'était le départ, c'était au moment où mon père ayant été libéré du fort du Ha, je n'avais pas eu le droit, la Gestapo ne m'avait pas laissé le droit de rentrer à Arkang, et je devais partir directement de Bordeaux dans un train de travailleurs. Et mon père m'a accompagné jusque sur le quai. Et c'était assez déchirant. D'ailleurs, il y a dans un de mes poèmes la réponse à ce... Essayez de le retrouver là. Je vais essayer de le retrouver, c'est dans le même livre Dialogue, et c'est la même... c'est exactement la même histoire, mais au fond, le même moment raconté par deux personnes différentes, par le père et puis par le fils. Et la différence était totale, vous étiez dans deux climats tout à fait différents, vous arriviez quand même à vous répondre. Oui, nous arrivions... Vous savez, on ne se parlait pas tellement, c'est drôle, mon père et moi. Nous Vous êtes parlé par l'écriture, oui. Car auparavant, vous ne vous y étiez jamais parlé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, peut-être était-ce bien ce qui est arrivé. Un jour, c'était le premier jour, dans la Fort du Ha. Au Fort du Ha, nous étions dans une cellule horrible, vraiment une horreur. C'était un endroit terrifiant, dans les sous-sols du Fort du Ha. Et nous étions une douzaine, quinzaine à attendre, et puis on faisait sortir les uns après les autres. Et puis, nous sommes restés les deux tout seuls, les derniers, dans cet endroit. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien, c'était sordide. Bon. Et à un moment donné, il m'a dit, tu vois Guy, nous n'avons jamais été aussi loin. C'est la première fois, en fait, que nous nous parlions. Il m'a dit, si tu veux bien, nous allons faire une prière. Et puis, il n'y avait il y avait tellement de dignité dans sa façon de s'agenouiller et de faire la prière. Et ce qui m'a épaté, c'est que dans sa cellule, avec les types avec lesquels il était, c'était des gens de marché noir, c'était des assassins, c'était aussi des résistants, il y avait un peu de tout, il y avait un grand mélange dans ces prisons. Eh bien, il arrivait, il leur racontait des histoires, il leur disait des poèmes, il leur récitait des poèmes, et puis il leur faisait faire la prière. Et les types marchaient. C'est assez... Bon, et vous voyez, à propos de ce départ qui était dur pour quelqu'un qui a 18 ans, il ne sait pas où il va. Ça s'appelle Convoi pour l'Allemagne. C'était un convoi, ces convois sinistres, dans des wagons, vous imaginez. Était-ce au mois de juin qu'ils m'ont accompagné jusqu'à la gare? Je ne me rappelle pas les adieux, mais le parfum d'orange et cette foule comme une grande marée de regards montant vers eux. La troupe rauque, ruisselante de soleil, gueulait des ordres. On avançait dans une lourde odeur de sueur et d'été, mais à grands coups de feu dans la poitrine, l'heure sonnait, l'heure dernière. Sur les pavés brouillés, où les regards traînaient comme une aumône, dans l'enchevêtrement des voix et le scintillement trop cru des tôles, je leur criais tout bas ma part farouche de tendresse et cette lâcheté d'être homme. Comme deux bêtes lasses, mes mains déjà modelées de l'absence, ce geste que je n'ébauchais pas, l'adieu qu'on ne peut pas reprendre. Né brusquement à l'horreur d'être un autre, je m'en voulais. Demain, je ne serai personne. Et je pensais, durci comme un métal, la tête éclaboussée de sang comme la vitre contre la vitre froide, je ne suis plus celui qu'il regarde partir, dans le lent arrachement de ferraille, le visage las de sourire. Ils m'ont fait signe encore au bout du quai, dans la poussière soulevée et l'étincellement des rails, n'avoir plus rien à dire. Je ne suis pas celui qu'ils cherchent parmi les mains levées, mais cette ombre muette, toute raide, dans le grand cri du vent, qui ne veut pas pleurer. Vous avez parlé avec votre père ensuite de ce départ, de ces poèmes, de cette manière, de ce chant, de ce choral à deux voix. Peu. Il ne savait pas que j'allais éditer il a édité lui-même ces 8 poèmes qu'il m'avait envoyés, il les a édités dans un de ses livres. Et quand je suis revenu, parfois nous parlions de l'Allemagne, mais pas trop. Il n'aimait pas parler des mauvais souvenirs, et pas plus que de la guerre de 14 à laquelle il avait participé. Il était à Verdun, et je me souviens souvent d'avoir vu tourner le bouton de la télévision quand il y avait un film de guerre. Il me disait, j'en ai assez vu comme ça. Alors il y a cet autre poème, La désobéissance. Ah oui. Alors celui-là, je vais le lire. Oui. Nous étions deux. Nous n'étions pas pareils, mais nous étions ensemble.
Il était beau, mon père, plus encore que je n'étais enfant. Le voir me rassurait, le voir me rendait triste. Quand les Allemands nous interrogèrent, je l'observais, j'attendais qu'ils décident, tout dur et refermé sur moi et sourd à leurs questions. J'avais 18 ans, l'âge à ne rien dire, pour une fois vrai, l'envie d'être obéissant. Une table, la machine à écrire, un Russe, un Allemand, la Gestapo civile, je n'écoutais qu'à peine. Seulement lui, si pâle, au-delà de nous-mêmes. Tu répétais, nous n'irons pas en Allemagne, oh papa, si c'est toi qui le dis. La fenêtre comme une lampe allumée sur la cour. Dans le noir, je te criais, que dois-je faire, puisqu'ils vont t'emmener. Ta voix lointaine, ne pars pas. Guy, ne pars pas pour l'Allemagne. Les soldats jetaient des pierres pour qu'on se taise. Les martinets tournaient dans le ciel de Bordeaux. Au parloir m'attendait Laïlis et le ciré trop noir, mon gestapiste blond. Alors, jeune homme, et le sourire aux lèvres, lequel des deux paiera pour le troisième? Et le troisième, c'était votre frère. Oui. Comment ne pas désobéir? Papa pleurait derrière ses barreaux. Je suis parti à sa place. Pour la première fois, je n'étais pas triste. Je veux dire que lorsqu'on a eu ce parcours, lorsqu'on a pris cette décision-là, on a un peu de calme pour le restant de sa vie, non? Oui. Et surtout lorsqu'on en est revenu. Oui. C'est pour ça que depuis cette aventure invraisemblable qui consiste à passer 2 ans en Silésie, qui était à l'époque une Silésie allemande, et qu'on en revient, après tout ce que j'ai traversé, j'ai eu l'impression que tout le reste de ma vie était une espèce de rab. Vous parlez bien l'allemand maintenant? J'ai oublié un peu. Enfin, c'est en tout cas au cours de cette situation pénible que vous allez vous découvrir l'un à l'autre et que vous allez vous écrire. Mais après, lorsque vous vous êtes revus, je ne sais pas si vous vous êtes beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous êtes encore écrit, parce que vous étiez justement en liberté. Moi, je lui ai écrit. Je lui ai écrit souvent des poèmes que je ne lui envoyais pas ou qu'il ne connaissait pas et qu'il voyait tout d'un coup paraître dans mes livres. Mais je pense qu'il n'est pas besoin de parler tellement. Et quand il y a entre deux personnes une affinité ou un lien qui est vrai, les paroles n'ajoutent pas grand-chose. Guy d'Arcang, tout à l'heure je parlais de paresse, de dilettantisme. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire le point dans une vie, mais enfin, lorsqu'on s'interroge un tout petit peu, vous ne vous dites pas, tiens, je suis passé à côté de beaucoup de choses, l'œuvre est peut-être quand même petite, il y a un livre, oui, le Silésien, il y a des recueils de poèmes, il y a des livres un peu partout, il y a un journal, là, qui entraîne même des parcelles sur votre table. Oui. Mais, peut-être que... On passe toujours à côté de quelque chose, on passe toujours à côté de beaucoup de choses. L'important finalement, vous savez, c'est difficile de faire un bilan et à la fin, on se dit on a manqué ci, on a manqué ça. L'important c'est quand même d'avoir fait quelque chose. Et de ce côté-là, je n'ai pas de remords ou de regrets. J'ai peut-être quelquefois le regret d'être trop paresseux, de ne pas écrire assez. Au fond, j'ai une vie superbe. Dans un milieu, dans un cadre que j'aime. Je vis de poésie. Quand je dis je vis de poésie, ce n'est pas ce qui me fait gagner de l'argent, parce que la poésie n'a jamais fait gagner de l'argent, je pense à personne. Mais j'en vis tout de même. Et vous vivez au Pays Basque? Et je vis au Pays Basque, c'est une forme de poème à soi tout seul. Votre père vous a encouragé à écrire, car lorsque dans une même famille il y a deux poètes, il peut y avoir peut-être d'un côté ou de l'autre un peu de jalousie. Non, pas du tout. Alors, et c'est une jolie histoire que je vais vous raconter, une petite histoire. Quand j'avais 14 ans, ou quand je devais avoir 14 ou 15 ans, j'étais amoureux d'une jeune femme qui en avait 25, une vieille. Qui avait 25 ans, et j'ai commencé à lui écrire des poèmes, que je n'osais pas lui envoyer, bien sûr. À cet âge-là, je ne savais pas comment aller recevoir ce genre d'hommage. Et puis un jour, mon père est tombé sur un de ses poèmes, par hasard, parce que c'était pas du tout un fureteur, il ne cherchait pas dans mes papiers, mais il est tombé dessus, et ça l'a étonné. Enfin, ça l'a surpris, et il m'a pris à part, et c'est la première fois qu'il me parlait vraiment. Et j'avais peur qu'il me demande à qui écris-tu des poèmes, quelle est la jeune fille dont il est question, enfin qu'il me pose des questions indiscrètes de ce genre. Et pas du tout. Il me dit, tu vois ce poème, je suis tombé dessus, eh bien, il y a des fautes dedans. Et je vais t'expliquer lesquelles. Et c'est la première leçon de prosodie, je l'ai reçue comme ça,
parce qu'il m'a dit, tu vois, cet alexandrin, eh bien, il a 13 pieds et pas 12, il est faux. Il m'a expliqué pourquoi, et tout d'un coup, j'ai commencé à m'intéresser, à vouloir écrire, dans les règles. Parce que vous étiez encouragé par les poètes. Là, j'ai devant moi l'un de vos supporters, et pas des moindres, Jules Supervielle, qui écrivait déjà à Montevideo. Nous avons en Guy d'Arcang un nouveau poète. C'est une chose si rare. Je le dis en toute sincérité, la main sur mon vieux cœur de Béarnais qu'il a su émouvoir profondément. Alors je sais bien que c'était un Béarnais qui parlait un basque, comme moi, Bigourdan, je pourrais Mais parler un basque. Mais c'est pas moi qui l'a écrit cela, oui, mais car je ne l'ai jamais rencontré. Puis vous savez qu'il n'écrivait pas aussi facilement non. des compliments, Jules Supervielle. Non. Puis il y a cet autre mot de René Char. Vous voici deux que la grâce habite et que l'on peut malgré la mort encore tous deux remercier. Et René Char n'est pas non plus celui qui écrit souvent. Non, c'est une petite carte de René Char que j'ai reçue l'autre jour à la sortie de ce livre où sont réunis les poèmes de mon père et moi, et ça a dû le toucher. Alors il y a ce Pays basque qui vous a accompagné, qui vous accompagne, et je me demande comment vous l'écoutiez lorsque vous étiez là-bas dans votre camp de concentration, dans votre camp, lorsque vous étiez petit manœuvre tirant une charrette. J'étais le baudet parce que comme j'étais très mauvais ouvrier, que j'étais ce qu'ils appelaient un saboteur. Comme je savais rien faire, ils pensaient que je sabotais tout. Alors, en désespoir de cause, ils m'ont attelé comme un âne à une charrette. Et j'avais mon harnais, ma charrette, et aussi c'était une sorte de façon d'attenter à la dignité de l'homme. Et ça, ils étaient mal tombés parce que de ce côté-là, je n'avais pas peur. Je n'étais pas quelqu'un qui avait peur vraiment. Mais je pense j'avais à l'intérieur de moi l'image de mon père, l'image de ma maison, l'image de mon Pays basque, et aussi des chansons qui traînaient dans ma tête et que je fredonnais, bien que je chante très mal, mais en fait ça n'a aucune importance quand on fredonne pour soi et qu'on n'est pas sur une scène, peu importe, on sait exactement ce qu'on chante. Ça vous dit quelque chose ? Oui, ça c'est la berceuse basque. Et je pense, oui, toute mon enfance a été bercée par cette chanson-là. C'est une chanson très douce, très émouvante, et qui m'a poursuivi là-bas. Alors vous imaginez dans un camp en Allemagne, je fredonnais ça dans mon coin, sur mon chalit. Et les autres me prenaient pour un fou ou pour un basque, je ne sais pas. Mais ça m'émeut quand je l'entends, je dois dire, parce que ça me rappelle tous ces souvenirs. Et curieusement, en France, où on chante assez mal en général, les Basques chantent bien, en chœur. Et souvent, on a comparé les chœurs russes, les chœurs basques à des chœurs russes, parce que ils savent chanter ensemble, ce qui est une qualité assez rare en France. Là, nous écoutons le groupe Arteac, mais on peut dire que lorsqu'on entend ce chant, et d'autres de chez nous, loin, parce que nous sommes très loin de la France, ou des 3B, en fait, de la vigueur du Béarn et du Pays basque, il y a un pincement au cœur. Ça va même plus loin que le cœur. Oui, ce sont nos racines, je veux dire, c'est notre vie même. On est attaché quelque part, et moi j'y crois terriblement. Bon, je suis français, mais j'ai mon coin en France, qui est celui-là. Vous êtes un peu autonomiste ? Non, pas du tout. Mais je ne sais pas comment on appelle ça, régionaliste. Je veux dire, si on me demande d'où je suis, je le dis avec plaisir que je suis du Pays basque. Mais autonomiste, non. Puis je ne sais pas, je trouve que ce sont des notions aujourd'hui un peu dépassées. Votre frère parlait très bien le basque. Mon frère aîné parlait très bien. Il avait pris. Alors lui, c'était beaucoup plus un autonomiste que moi à l'époque. Je veux dire, c'était avant la guerre et pendant la guerre, et c'était lié avec beaucoup de Basques. Et puis, il
il pensait qu'au Pays Basque français, qui est un tout petit Pays Basque par rapport au Pays Basque espagnol, il y a 2,5 millions de Basques espagnols et il y a 200 000 Basques français. C'est tout à fait autre chose. Mais petit à petit, il avait ce désir de récupérer le folklore vraiment profondément basque et le ramener en France. Il était tombé à l'époque, à 17 ans ou 18 ans, amoureux d'une jeune Basque espagnole. Et je ne sais pas, ça a dû le motiver spécialement. Il a appris à parler basque parfaitement bien. Il a appris aussi la musique parce qu'il était musicien. On était tous quelque chose dans la famille. On jouait la comédie, on écrivait des poèmes. Mon frère jouait du tchishtou, c'est la flûte basque. Vous en avez joué aussi? Oui, alors il m'a appris à en jouer, il a appris à mon frère plus jeune, et nous partions tous les trois dans les fêtes de village, et nous allions faire danser le fandango et la rinarine, et nous partions sur une grosse moto, tous les trois, avec les tambourins, les flûtes, etc. Et puis c'était c'était un plaisir, faire danser, je veux dire. Enfin, vous êtes de ceux, Guy Darcan, qui comprennent bien qu'il faut sauver une culture, oui, qu'il faut accompagner un pays, qu'il ne faut pas abandonner ce qui a été. Non, je crois que c'est très important, cet attachement à la terre, que c'est une des choses les plus solides. Et, je ne suis pas du tout pour cela autonomiste, mais je comprends qu'on soit d'un pays plutôt que d'un autre, d'une région plutôt que d'une autre. Alors, vous l'avez sauvé, cette maison, vous l'avez sauvé, ce carré d'enfance, et je veux dire qu'il vient de 1150, c'est-à-dire 800 ans. Oui. Mais on peut poser la question aujourd'hui, votre fils Michel le sauvera-t-il? Oui. Je me suis posé la question souvent, et la question s'est posée très gravement il y a 3 ans, 4 ans. Tout d'un coup, les toits se sont effondrés, et j'ai fait venir des architectes, on a découvert que les planches étaient vermoulues, mangées par les vers, et que la maison n'existerait plus 5 ans plus tard. Et il a fallu que je prenne une décision. Enfin, refaire des toits qui ont 1000 mètres carrés, 900 mètres carrés de toiture, plus une verrière, plus tout ce qu'il y a à refaire quand on refait des toits, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie, enfin tout, les chambres, enfin tout est à refaire. Tout d'un coup, c'est comme refaire une énorme maison. Et on se dit, à quoi bon? On peut se demander cela. Et je me suis resté pendant 2 ans en me posant la question sans oser y répondre, parce qu'en plus de ça, j'avais pas l'argent pour le faire. Et puis je ne pouvais attendre d'aide de nulle part. Et j'ai hésité, si vous voulez, mais je savais qu'à la fin, je me déciderais, mais il fallait trouver le moyen. Et j'ai vendu j'avais quelques toiles impressionnistes qui m'avaient été léguées par mes parents. J'avais quelques belles toiles chez moi. J'en ai vendu pas mal. Ma tante, Mabel Larkang, qui, curieusement, c'est assez extraordinaire, est la sœur de ma mère et a épousé le frère de mon père, m'a aidé. Et à nous deux, eh bien, nous avons décidé de sauver Arkang. Et voyez-vous, c'est une décision, il y a peut-être 2 décisions importantes que j'ai prises dans ma vie. L'une, c'était de partir en Allemagne à la place de mon père, et l'autre, c'était de sauver Arkang. Et aucune des 2, je pense, je ne la regretterai jamais. Votre fils est marié? Non. Il a quel âge? Il a 25 ans. Il y a peut-être, je ne sais pas, une éventualité. Vous mariez votre fils à une milliardaire américaine. On peut toujours rêver. Mais, très franchement, Guy Darcan, quand vous y pensez de temps en temps, vous disant, c'est oui. la seule manière, non, peut-être. Je ne sais pas, je pense pas que cela, je sais que la vie sera difficile pour lui et que la succession ne sera pas commode, mais je me dis, si on a tenu 850 ans, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais pour vous, quoi qu'il arrive, l'espace le plus sacré, ce sera quand même la poésie. Oui. Oui, je suis en train Vous avez attendu longtemps pour écrire, quand même. Vous avez perdu beaucoup de temps. Non, vous avez perdu du temps. Vous l'avez peut-être regagné. On le regagne. Je me suis mis très tard à écrire. J'ai écrit des poèmes, comme je vous l'ai dit, quand j'avais 14 ans, mais ils sont très mauvais. Je les ai oubliés, je les ai perdus. J'ai publié mon premier livre, j'avais 30 ans. Mon premier recueil de poèmes, et sur la pointe des pieds, si on peut dire. Enfin, on sait, l'homme sensible que vous êtes, très enraciné, vous l'avez dit, et puis il y a peut-être ces 2 vers qui expliqueraient beaucoup de choses. Les miroirs rient, la fête est d'au-delà, où vivent des ombres qui nous ressemblent. Alors, quelles sont ces ombres? Quelle est la fête aujourd'hui? Ces ombres, c'est l'ombre des anciens, c'est l'ombre de ceux qu'on aime, tous ceux qui vous accompagnent. C'est difficile à dire, mais
derrière les miroirs se cachent tant de choses. On se regarde et puis c'est pas soi qu'on voit dans le miroir. C'est très... J'ai écrit beaucoup sur... Enfin, Cocteau écrivait sur le miroir aussi. Qui Il passait beaucoup. au travers. Qui réfléchissent beaucoup, oui. Dans ce temps où vous étiez manœuvre en Silésie, vous avez eu un parcours très particulier. Et là aussi, vous avez attendu longtemps pour raconter. D'ailleurs, vous en avez fait un roman. Ce n'est pas du tout une biographie. Ce ne sont pas des mémoires. Vous y êtes tout entier dans le Silésie. Oui, complètement, oui. Mais c'est un roman. Oui, c'est un roman. Le personnage s'appelle Jacques, je crois. Oui. J'ai transposé, mais c'est en fait... La difficulté de dire je. Non, c'est peut-être une sorte de pudeur. C'est plus facile de faire dire à quelqu'un d'autre ce que l'on ressent que de le dire soi-même. C'est peut-être une forme de pudeur. Je ne sais pas si je devais l'écrire, si je l'écrivais demain, si je ne le ferais pas à la première personne. Bon, je l'ai écrit. Et voyez-vous, je ne regrette pas de ne pas l'avoir écrit tout de suite. J'aurais pu l'écrire en entrant en Allemagne, parce que tout ça a été très frais. Et que cette aventure était quand même une aventure prodigieuse, où j'avais passé d'un camp, je m'étais échappé, j'avais échappé à des bombardements, j'étais rentré dans l'opéra de Breslau. Vous avez été premier danseur à l'opéra de Breslau. C'est une histoire mais vous n'aviez jamais fait de danse. Si, danser avec des Basques, mais... Non, en plus de ça, mon père écrivait des scénarios de ballet, des arguments de ballet. À l'époque, il avait connu Diaghilev, l'IFAR venait chaque année passer l'été à Arcang. J'avais vécu dans une ambiance de la danse et j'avais moi-même dansé à 17 ans ou 16 ans à Biarritz pour des œuvres, je sais pas où. J'avais dansé au théâtre de Bordeaux. Quand même. Oui, j'avais beaucoup de culot à cette époque. Et j'avais même dansé du classique, ne sachant pas grand-chose, en ayant appris les bases. Et quand un jour, en Allemagne, c'est ça le plus étrange de toute cette histoire, c'est que je m'échappe d'un camp, ce qui n'était pas si facile à l'époque. En Silésie, au fin fond de la Silésie, moins 20 degrés entre Katowice et Breslau, Wrocław aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune femme qui avait 25 ans, encore une vieille. Et parce que vous en aviez 18, hein. J'en avais 18, oui. C'est pour ça que je dis ça. Et cette jeune femme m'a sauvé la vie d'une certaine façon. Elle m'a caché parce que la Gestapo était à mes trousses. Évidemment, on ne s'échappe pas d'un camp sans que le Gestapo vous recherche. Et elle m'a appris à danser, elle m'a fait répéter la danse. Et puis un beau jour, elle m'a présenté à l'opéra de Breslau en disant « Vous manquez d'hommes, ils sont tous à la guerre. Prenez donc ce petit Français qui se débrouille très bien. » Et c'est comme ça que ma carrière de danseur a commencé. On m'a fait répéter sur une scène, le directeur de l'opéra m'a regardé évoluer, il s'arrachait les cheveux, il était désespéré. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée parce qu'il m'a dit si vous ne réussissez pas, vous vous êtes foutu de ma gueule, foutu comme vous êtes sûrement pas danseur. Et j'ai insisté, j'ai dit oui, je suis le meilleur danseur de notre époque, enfin j'avais tous les culots, il fallait bien sauver sa vie, survivre était l'important. Et à la fin de mon exhibition tragique, il y a eu un grand silence parce qu'il avait réuni tout le corps de ballet féminin, le maître de ballet italien, tout le monde était là. Il y a eu un grand silence. Moi, je me suis abattu dans un coin de la scène épuisé avec l'effort que je venais de faire, comme une marionnette qui se casse. Et il m'a dit, au bout de ce silence, le verdict est tombé. Il m'a dit, venez ici, jeune homme, kommen Sie hier, younger man. Il y a 25 ans que je suis dans ce métier et je n'ai jamais vu un aussi mauvais danseur que vous. Mais il m'a dit, comme mime, vous m'avez épaté. Alors je vous engage. Et c'est comme ça qu'au fond, j'ai eu la vie sauve. Vous êtes resté combien de temps en Allemagne ? 2 ans. Je me suis échappé avec cette jeune femme. Nous avons essayé de tenter de fuir au moment où les Russes arrivaient de Cracovie et marchaient sur l'Oder, la rivière Oder. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer de m'échapper. Et nous sommes partis tous les deux. Nous sommes échappés et nous avons été nous avons réussi à monter dans un train et nous avons été bombardés à Leipzig. À Leipzig, toute la gare a été détruite. Nous étions cachés sous les rails, enfin sous les parapets et elle a été tuée. Mais je suis revenu
Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est tellement fort quand on a 18 ans, c'est cette envie de vivre. Et malgré tout ce qu'on laisse derrière soi comme amis, comme copains morts, j'en ai connu beaucoup. Je voudrais vous dire d'ailleurs un poème qui est sur cette époque et qui illustre un peu le sentiment qu'on a de cette espèce d'acharnement à vivre, qui s'appelle Yvan. C'est mon arrivée à Breslau en fait. Qui est Yvan? Yvan, c'est un personnage inconnu que j'ai connu juste à cette arrivée. Et c'est ce poème qui est apparu dans le Cheval andalou, qui est un autre de mes recueils. Ma guerre à moi, c'était de vivre. Comment le dire à ceux qui ont 20 ans? Ma guerre à moi, c'était 20 ans tout seul, avec les ongles, la colère. Je me demande où s'est passé tout ça, le pain gluant, la peur, un mois d'avril sans printemps, des oiseaux pour ailleurs dans le ciel fou de nos prisons. Le temps passé, je n'avais pas 20 ans. J'oubliais les copains partis, les copains morts. Je pensais tout droit devant moi à des choses très faciles. Je pensais, j'écrivais n'importe quoi. Après, je dormais loin. J'étais tranquille. Un jour, 4 soldats sont venus me chercher. Clic, clac, raus. Ils avaient le même âge que moi. Le casque sur les yeux, ils s'ennuyaient. Nous ne faisions pas la même guerre. Dans le train, nous étions des milliers. Je touchais des mains, des épaules. J'écoutais dehors le temps passer, le train passer. On dormait debout comme les chevaux. Je me parlais tout seul dans le vacarme. Je me disais, là où je vais, j'arriverai debout, j'arriverai vivant. Je ne comprenais pas tous ces gens qui mouraient. Jamais train ne mit tant d'années à déposer son chargement. Il y en avait qui criaient, peut-être moi aussi ai-je crié, et d'autres qui ne crieraient plus jamais. C'est fou ce qu'il faut de sourds pour faire la guerre. Puis, j'ai eu un copain russe. Il s'appelait Ivan. Il m'avait parlé dans le noir. J'étais sûr que c'était à moi. Je l'ai cherché après sur le quai de Breslau. Je ne connaissais que sa voix. Il était roux. Il riait sous la pluie. Je me disais, c'est un ami. Il est vivant. On a marché ensemble vers la ville. Quand les soldats nous ont donné des pelles, il m'a fait signe de l'aider. J'étais content qu'il m'ait fait signe. Il était fort. Il était gai. Comment dire tout ça à ceux qui ont 20 ans et trouvent que vivre, c'est difficile? Lui, il creusait des trous. Moi, je traînais les corps. Il crachait dans ses mains comme les paysans. On ne parlait plus. On s'entendait bien. Même l'odeur des morts, on s'en foutait. Au camp, les soldats nous ont séparés. Il était ma parole. Et j'étais son copain. Et c'était tout à recommencer. Vous avez aujourd'hui, Guy d'Arcangle, la même passion de vivre? Oui. Oui, elle ne m'a jamais quitté. Et votre fils, il l'a lu ce poème? Il a lu les poèmes de son grand-père? Oui, je pense que oui. Mais c'est un peu... Il existe un peu entre lui et moi les mêmes rapports, peut-être qu'entre nous. Nous ne parlons pas tellement. Oui. Je pense qu'il n'est pas important de parler. Il y a les rapports entre les gens sont très instinctifs. Il vous échappe? Bien sûr, comme tout le monde. Les autres vous échappent toujours. On essaie de les rattraper. Et c'est ça qui est amusant. Je veux dire, c'est le contact humain. C'est ça qu'on cherche. C'est ça ce que j'aime dans la nuit. Parce que souvent, des gens qui vous échappent, on les retrouve plus facilement. Et vous fréquentez encore la nuit? Oui, parce que c'est un monde spécial. Je ne sais pas ce qu'on appelle il y a dans le mot noctambule. D'abord, on a le temps la nuit. Oui, on a le temps. C'est une autre dimension. C'est comme tout d'un coup une autre dimension. On est coincé dans la vie tous les jours avec toutes sortes de soucis et de choses. Et puis la nuit, tout d'un coup, on est en vacances. Et c'est pour ça que j'aime la nuit. Je retrouve mes amis. J'ai beaucoup d'amis. Et j'aime cette espèce de chaleur humaine qui vous entoure. C'est ça que... Et puis, je pense que la nuit est poétique par excellence. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit sur la nuit. Et êtes-vous meilleur poète qu'à 20 ans? Oh, sûrement. Enfin, j'espère. Non, je veux dire par là que on apprend en écrivant.
et que le cœur ne se démode pas, que... Ce sont aussi les drames qui vous font poète. Bien sûr, les drames, ce qui vous arrive dans la vie, et puis on est amoureux, et puis vous arrive des pépins, et puis et tout ça vous remue, et la poésie, c'est une façon de s'exprimer, enfin d'exprimer tout cela. C'est un exutoire merveilleux. Enfin, c'est pas un exutoire, j'aime pas beaucoup le mot, mais ce besoin de crier, comme d'autres ont envie de chanter ou de crier. La poésie, c'est ça pour moi. Et j'écris tous les soirs, même si je n'écris pas un poème, j'écris mon journal, je travaille dans mon journal. Et mon journal, je l'ai commencé le 10 mai 40, parce que j'avais envie justement de parler, de dire ce que je ne disais à personne. Et j'ai commencé ce journal, voyez-vous, en 41, 10 mai 41, c'est une drôle de... 10 mai 40, c'est une drôle de date. Et je ne l'ai jamais interrompu, et je l'ai continué jusqu'à je continue. Même au camp. Même au camp. J'ai continué. Au camp, j'écrivais des lettres à mes parents, ce qui constitue presque une sorte de journal, parce que j'écrivais des lettres qui arrivaient quelquefois. Mais Le Silésien, votre roman, enfin, ouais. qui est le roman de votre histoire, n'est pas devenu film. Non, j'aurais beaucoup voulu. Je pense que c'est une histoire qui s'y prête merveilleusement parce qu'elle est très visuelle. Bon, et c'est faite de tellement d'aventures que je me souviens d'un critique belge qui était un critique du soir, d'un journal belge qui m'écrivait quelle merveille ce roman. Enfin, un article superbe disant. C'est les aventures de Gilles Blas de Saint-Yann à notre époque. Enfin, c'est quelque chose, mais vraiment un éloge fabuleux. Puis il terminait son article très très élogieux en disant quel dommage qu'on ne peut pas y croire parce que c'est impossible. Et comme ce n'est pas vous qui le demanderez, on peut attendre longtemps, mais peut-être pas très longtemps non plus. Puis il y a eu l'autre épisode, Guy Darcang. C'est l'épisode où sportif, vous faisiez partie de l'équipe de France de golf. Oui. Vous jouez encore? Non, je ne joue plus. J'ai joué pendant 20 ans dans l'équipe de France. Manque de punch? Oh non, vous savez, quand on a joué à un certain niveau international, j'étais international pendant 18 ans, et scratch, je sais pas si ça veut, c'est-à-dire zéro de handicap pendant 20 ans. Après, quand on commence à jouer moins bien, on se désintéresse un peu de la question. Et puis, ce que j'aimais ce que j'aime toujours d'ailleurs dans le sport, n'importe lequel, que ce soit la pelote basque, le tennis, le golf, bon, c'est de gagner, c'est gagner, m'amuser. La même chose, cet acharnement que j'ai mis pour rentrer d'Allemagne, ou pour rentrer à l'opéra en Silésie, je le mettais pour gagner un match de golf, ce qui est dérisoire, mais c'est ça qui m'amusait. Et lorsque les années passent, on a l'impression que beaucoup de choses restent en route, on a moins d'enthousiasme à entreprendre, ou bien au contraire vous dites maintenant tout pourrait peut-être recommencer? Oui, non, j'ai pas du tout de désintérêt, au contraire. J'ai l'impression que beaucoup de choses restent à faire et que je n'ai pas faites parce que vous parliez de paresse tout à l'heure, et j'ai bien sûr un peu de paresse, mais j'ai beaucoup de choses à écrire. Je suis en train de finir un nouveau livre de poèmes où il est beaucoup question d'Arcang d'ailleurs, et puis des nouveaux problèmes qui se posent ou des nouveaux émois, parce qu'on en a, heureusement, toute la vie, on recommence, non? C'est tous les jours. Et parfois, lorsqu'on parle de vous en disant le marquis d'Arcang, qu'on l'a rencontré quelque part, lorsqu'on vous voit dans les revues, il y en a de moins en moins mondaine, vous êtes agacé par ça, ou bien au contraire vous jouez votre rôle, votre ancien rôle? Je n'y crois pas, et en plus, j'ai l'impression... Vous avez toujours été au deuxième degré de ce côté-là. Je n'y crois pas trop, puis je crois que les gens qui écrivent à propos de moi dans ce genre ne me connaissent pas très bien. Et se trompe. Vous avez revu à la Maison Blanche, c'est-à-dire à la prison de Biarritz, vous êtes allé revoir la cellule 42 qui était celle de votre père, puis la cellule 74 qui était celle de la vôtre. Le Fort Dieu a été démoli, mais je suis allé, il y a un musée Jean Moulin à Bordeaux, et j'y suis allé où j'ai revu toutes les... Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime trimballer avec lui, qui recherche les... Il m'est arrivé par exemple des personnages du Silésien que j'ai retrouvés. Ah oui? Oui. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'étais dans ma chambre, j'avais fait passer une soirée un peu dure, et on vient me réveiller en me disant on vous demande. Je dis écoutez, j'ai pas de rendez-vous, et j'ai voulu décommander le rendez-vous de la personne. Et il me dit c'est un monsieur allemand qui prétend qu'il vous a connu en Allemagne. Alors, je me dis, bon, je me suis levé, je me suis mis de l'eau sur la tête, j'ai passé la tête sous l'eau, enfin,
Et je suis descendu, enfilé un pantalon, une chemise à toute vitesse, je suis descendu parce que ça m'intriguait. Surtout quand on m'a donné le nom. Le nom était celui du directeur de l'opéra de Breslau. Alors, je me dis, pas possible. Je descends, je vois un jeune homme de 25 ans avec une jeune fille. Je me dis, bon, c'est absolument pas possible, parce que alors, ceux-là, ils étaient même pas nés à l'époque. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous appelez bien Monsieur Kuhn? Il me dit, oui. Et je dis, mais quel rapport? Il me dit, je suis son fils. Et je viens vous voir parce que mon père, qui vit toujours, qui était directeur à une époque de l'opéra de Wrocław, de Breslau, m'a dit, tu pars pour la France, si jamais tu vas dans le sud-ouest, il y a un jeune homme français qui s'appelle Guy d'Arcang et qui a été un de mes danseurs, va le voir, s'il est toujours vivant. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé, mais il m'arrive sans arrêt des aventures de ce genre. C'est assez drôle de retrouver ses propres personnages dans la vie. Vous avez quelque part chez vous un certificat comme quoi vous avez été oui. danseur à l'opéra? Non, mais j'ai dans la poche une carte de prisonnier politique. Et j'ai des photos de l'opéra ou des... Enfin, je m'aperçois que vous n'avez pas eu besoin d'inventer parce que l'histoire du Silésien, c'est la vôtre. Alors on pourrait penser que peut-être l'imagination est restée en rade alors qu'il y a tous les poèmes. Alors, non. Pourquoi pas un deuxième roman, la peur? Non, bon, peut-être une certaine peur d'écrire, parce que c'est pas facile d'écrire. C'est lent, c'est long, c'est fatigant, et qu'il y a d'autres choses qui sont plus faciles, mais... J'ai beaucoup de choses à raconter justement sur la guerre d'Espagne, sur cette époque qui m'a tellement frappé, qui était celle de ma jeunesse. Je ne sais pas, la poésie est peut-être une forme qui m'est naturelle, et j'écris tout le temps des poèmes. Je prépare un livre qui va sortir l'année prochaine chez Derache, qui est l'éditeur de mon dernier livre, La Nuit Princesse, et qui est l'éditeur aussi de Madame Petit Soldat. Et c'est un livre tout à fait nouveau et différent, enfin, sur le plan poésie. Mais après, ce que je voudrais, et vous avez raison, c'est dommage d'abandonner cette veine, car je ne crois pas qu'on soit l'homme d'un seul livre. Je suis persuadé que si on avait le courage, je me mettrais demain matin. Mais vous savez ce que c'est la vie, on est sollicité par ceci et par cela. Et puis en plus, il faut bien le dire, Arcang, on peut pas tout défendre, tout faire. Et Arcang est un fardeau. Arcang, un beau fardeau. Maison. C'est ma maison, je ne la renierai jamais et elle prend beaucoup de temps. Alors c'est difficile quand quelque chose vous prend beaucoup de temps de trouver le temps, surtout quand on est quelqu'un comme moi, un peu comme vous disiez, dilettante, et que j'aime bien sortir, que j'aime bien bouger, que j'aime bien les gens. J'étais journaliste pendant 15 ans et c'est un métier qui m'a passionné parce que je rencontrais plein de circonstances, de gens nouveaux, de gens différents les uns des autres. Mais je vous promets de faire un effort dans le sens de l'écriture. Mais vous ne vous êtes peut-être pas beaucoup parlé, votre père et vous, et puis vous êtes beaucoup écrit au moment où vous avez pris la place de votre père pour partir en Allemagne. Mais peut-être vous ressemblez-vous, et peut-être ressemblez-vous plus à votre père que votre fils vous ressemblera. Enfin, je n'en sais rien, je ne le connais pas assez pour pouvoir le dire. Parce que il y a votre père qui était un esthète, qui était un homme de grande culture. On peut dire aussi, parce qu'à ce moment-là, ça se disait, mais dans le bon sens du mot, un homme du monde, c'était un humaniste, un artiste, un poète, un auteur théâtral, un musicien, mais en fait, qui n'a rien fait. Il n'a fait que ce qu'il a aimé, dans une période où on pouvait le faire. Oui. Et cette période n'offre plus cette possibilité. Vous savez qu'il a écrit beaucoup de livres, et qu'il a fait, en plus des livres qu'il a écrits, quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est ce village d'Arcang, qu'il a construit. On connaît le village d'Arcang, sans doute, ou ceux qui ne le connaissent pas devraient y aller. Ce village... Un peu opérette quand même, peut-être. Oui, il est un peu opérette, mais c'est écrit un peu... Enfin, je veux dire, c'est construit, un peu comme on écrit un poème. Et c'est ça qui m'étonnait chez lui, c'était quand il construisait ses écoles au village d'Arcang, pierre par pierre, comme on écrit mot par mot un poème, ça me fascinait, parce qu'il y mettait le même acharnement et le même goût pour construire son village que pour écrire un texte. Enfin, votre père, Pierre d'Arcang, a doté le château, enfin votre maison, de tableaux, d'objets précieux, de livres rares. Et peut-être n'avez-vous pas été celui qui a apporté son petit trésor, quoi, à la somme des autres trésors.
Si, quand même. Chacun y apporte quelque chose. Chacun tout le monde sa pierre. construit, oui. Tout le monde construit. Ah, Moi, c'est déjà le toit. Oui. Le toit pour 200 ans, Oui, peut-être. oui, oui, j'espère davantage. Oui. Non, chacun y apporte, je crois, et c'est une maison chargée d'âme. C'est ça que j'aime à Arkang, d'ailleurs. Enfin, maintenant, puisque vous avez une plume et que vous avez cette passion de l'écriture, il faudrait peut-être que vous puissiez oublier votre coquetterie et votre divertissement de gentilhomme. Il faudrait peut-être vous attaquer vite à un deuxième roman. Enfin, vous l'avez promis. Je vais le faire. Et vous savez, quand on a beaucoup de souvenirs et qu'on est sensible, on y arrive toujours. Merci Guy Darcang. Je rappelle quelques-uns de vos livres. D'abord Dialogue, ce chant à deux voix que vous avez eu avec votre père, vous en Allemagne, lui en France. Ensuite, Le Cheval andalou. Ces livres paraissent chez André de Rache. Ensuite, il y a aussi Madame Petit Soldat, La Nuit Princesse, et puis le roman, je ne sais pas si on le trouve encore, parce qu'il a été publié il y a combien ? Chez Grasset en 68. En 68, ouais. Oui, déjà. Ouais. Ouh là là, c'est oui. bien. Merci Guy Darcang. Demain, nous aurons notre rendez-vous. Demain, nous parlerons cinéma. Mon invité sera Claude Lelouch. À demain, bonsoir. Merci Jacques.